Bonjour à toutes et à tous. L'histoire d'aujourd'hui est très sombre et poignante et soulève de nombreuses questions sur la justice, la réhabilitation, la sécurité des communautés et elle met également en lumière la fragilité des systèmes éducatifs et sociaux lorsqu'il s'agit de gérer des jeunes présentant des comportements à risque ou des troubles graves ainsi que les dégâts graves de cette mauvaise gestion. On va parler aujourd'hui de l'histoire d'une jeune Canadienne qui s'appelle Kimberly, qui est née le 1er janvier 1992 à Langford, l'île de Vancouver, très proche de Seattle, et sera éduquée d'une façon aimante par ses parents. Kimberly a un attrait tout particulier pour les animaux et n'hésite pas à en recueillir. Elle a eu déjà plusieurs animaux de compagnie. Elle a réellement une relation spéciale avec eux alors qu'il ne l'a pas forcément avec les êtres humains. Kimberly a en réalité des problèmes d'anxiété. C'est une jeune fille très vite intimidée par les autres élèves et cela va la suivre pendant un bon moment de son éducation jusqu'à ce que ses parents décident de faire quelque chose pour contrer cette anxiété et de la déplacer d'un lycée à un autre qui se trouve dans la ville de Victoria, qui a une particularité, celle de recueillir les élèves qui ont un profil un peu atypique, tout comme celui de Kimberley. C'était dans le but de faciliter l'éducation de ces élèves à travers, bien entendu, un aspect religieux, celui de la chrétienté. Cela paraît honorable. Sauf qu'il y a tout de même un inconvénient dans ce lycée, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les différents problèmes qu'éprouvent les différents élèves. Kimberly, comme vous le savez, a fait l'objet d'une inscription dans ce lycée pour pouvoir gérer son anxiété. Mais elle se trouve par la même occasion assise à côté des élèves qui ont des comportements tout autres. C'est en particulier le cas de Cruz Woolward, qui se trouve dans ce lycée à cause d'accès de violence. Elle a déjà frappé un des élèves dans son ancien lycée en lui cassant le nez. Et il avait également un autre antécédent où cette fois-ci, un élève avait été frappé avec une chaîne de la part de Cruz. Et il est vrai, si on se renseigne sur le passé de Cruz Woolward, on peut comprendre ces crises de violence. D'ailleurs, son père était quelqu'un de violent également, qui a abandonné Cruz lorsqu'il était tout petit et qui dorénavant purge une peine de prison très longue pour avoir asphyxié une fille de 16 ans. Cruz, pour ses faits, déteste son père et ne répond plus depuis l'âge de 12 ans aux lettres que celui-ci envoie depuis la prison. Mais les rapports de Cruz avec sa mère ne sont pas bien meilleurs. D'ailleurs, les professeurs le caractérisent comme totalement antiféminin. Il semblait que le jeune homme a déjà frappé sa mère à plusieurs reprises. Et lorsqu'il n'était pas violent physiquement avec elle, elle l'était verbalement, n'hésitant pas à la rabaisser de manière régulière. Et pour autant, Cruz n'était pas isolée dans ce lycée. Elle a un très bon ami et son meilleur ami d'ailleurs, c'est Cameron Moffatan. Mais si tous les 2 s'entendent bien, c'est parce que Cameron a un comportement tout aussi déviant que celui de Cruz. Et il a un an de plus que Cruz. C'est d'ailleurs Cameron qui incitera et entraînera Cruz dans la consommation exagérée des produits peu recommandables, tels que les stupéfiants ou l'alcool. Et cela n'empêche pas Cameron, Cruz et Kimberly d'avoir créé des liens et de traîner ensemble au lycée. Kimberly était d'ailleurs bien contente d'être avec les jeunes hommes lorsqu'il s'agit de fumer ou de boire de l'alcool. Elle est tout de même plus loin que la simple fumette, puisqu'un jour, lorsque Kimberly a appris que son petit copain actuel avait décidé de rompre, s'est confiée à Cruz et Cameron afin de soulager son chagrin et effectivement, Cameron et Cruz, dans un premier temps, ont essayé de la réconforter mais ce n'était en réalité que pour mieux se rapprocher d'elle. Et Kimberly a accepté ça vu son état en ce moment. Elle a répondu
Aux deux jeunes hommes, il est quand même allé rencontrer 2 fois Cruz avant de mettre fin à cette histoire par SMS, ce qui va déclencher l'horreur de cette histoire. La relation entre la fille et les 2 jeunes hommes va se dégrader. À partir de ce moment-là, les 2 jeunes hommes vont décider d'expérimenter des choses particulièrement étranges et inacceptables. Cruz et Cameron développent une fascination pour les agressions. Ils regardent énormément de vidéos sur Internet et en plus de ça, ils augmentent leur consommation des stupéfiants. Réellement en contact. Après l'histoire du SMS où la jeune femme avait décidé de mettre fin à la relation, après quelques jours, Cruz a décidé d'entrer en contact à nouveau avec elle. La jeune fille est surprise d'avoir des nouvelles de lui, surtout après les dernières conversations qu'ils ont eues. Cruz lui explique qu'il souhaitait s'excuser auprès d'elle et surtout elle souhaitait avoir de ses nouvelles. Elle lui demande également si elle a des plans pour le lendemain, parce qu'il aimait à nouveau avoir ce lien d'amitié avec elle. Kimberly était si surprise que finalement elle a demandé à Cruz de l'appeler pour qu'ils en discutent de vive voix. Juste après, Cruz l'a appelée, mais lorsqu'il parle avec elle et sans qu'elle le sache, il va intégrer Cameron à la conversation et pendant que Cruz est en train de fasciner Kimberly au téléphone, elle échange dans le même temps des messages avec Cameron. Ces messages qui sont plus qu'inquiétants. Cruz envoie notamment quelque chose à Cameron qui fait froid dans le dos, en lui expliquant qu'il compte brûler la chair à Kimberly. Et la réponse de Cameron est encore plus terrifiante, puisque celui-ci propose à Cruz de la garder vivante attachée et ce ne sont là que 2 exemples parmi l'ensemble des horribles messages que les 2 jeunes hommes vont s'échanger et surtout le plan diabolique qu'ils sont en train de mettre en place. Kimberly allait être diplômée du lycée et c'était très important pour la jeune femme parce que une fois son diplôme est obtenu, elle pouvait enfin aller faire du bénévolat dans un sanctuaire pour les animaux. C'était son rêve depuis longtemps. Le lendemain matin, Kimberly quitte la maison. Sa mère lui dit qu'elle l'aime et elle a pensé en réalité qu'elle va faire du babysitting comme ce qu'il a l'habitude de faire dernièrement et qu'il reviendra avant le dîner pour essayer une nouvelle robe que sa maman lui achetait et puis pour manger ensemble comme d'habitude. Mais ce matin-là, ce n'était pas du babysitting que Kimberly va faire. Elle va simplement rejoindre Cruz et Cameron à la gare routière de Longford où ils vont un peu discuter avant de partir en direction de la maison de Cruz. Et lorsque les 2 jeunes hommes et la jeune femme entrent dans la maison, Cameron a dit: «Je pense que je vais faire du macaroni au fromage». Pourtant, en ayant dit ça, ce n'est absolument pas de macaroni que parle Cameron. C'est en réalité un signal pour Cruz. La nuit précédente, comme je vous ai dit, alors qu'ils étaient en train d'échanger des messages pour planifier une attaque contre la pauvre Kimberly, cette phrase était le signal pour la déclencher malheureusement. Les 2 jeunes hommes se jettent alors sur la jeune fille, prise par surprise et incapable de résister physiquement aux 2 garçons. Elle est alors attachée étroitement au niveau des chevilles et également au niveau des mains, et avec un bâillon sur la bouche pour l'empêcher de crier. Pendant de très longues heures, la pauvre Kimberly va subir les assauts démoniaques des 2 jeunes hommes qui vont se rallier à tour de rôle pour la torturer et l'agresser sur tous les niveaux. Une fois qu'ils auront rassasié leur esprit malade avec ces pratiques anormales et marginales, bien les 2 jeunes hommes vont s'enfermer la pauvre dans le congélateur alors qu'elle est toujours en vie et qui ne pourra pas résister pour longtemps parce que finalement elle mourra asphyxiée à l'intérieur par manque d'oxygène. Un peu plus tôt, lorsque Cameron était en train de torturer Kimberly, Cruz avait pris son ordinateur pour envoyer un message depuis Facebook à Kimberly, alors même qu'elle était avec eux.
Comme ça, elle aura une preuve ou un alibi au cas où. Elle lui demande dans ce message où il se trouve, ici, elle a fini le babysitting. Le jour suivant, Cruz et Cameron se rendent compte que Kimberly est décédée. Il faut alors se débarrasser du corps de la jeune femme, qui est aussitôt transféré dans un gros sac de hockey que Cameron, le plus fort des deux, va réussir à porter jusqu'à un arrêt de bus, où ils vont prendre ce bus en direction d'un chemin de randonnée relativement connu qui amène dans les bois. Mais ils ne vont pas se contenter de relâcher le cadavre de la pauvre dans la forêt, mais ils vont y mettre le feu avec de l'essence qu'ils avaient au préalable pensé à amener. Le corps carbonisé de la jeune femme est à peine dissimulé sous un pont. Les deux jeunes hommes quittent les lieux et Cruz, juste avant de repartir, va envoyer un message avec son téléphone et juste après l'envoi, elle va se rendre compte que ce n'était peut-être pas l'acte le plus intelligent qu'il ait réalisé. En fait, c'est qu'après avoir torturé, mutilé et tué la pauvre Kimberly, Cruz et Cameron se sont allés pour faire des activités toutes normales comme s'ils n'ont rien fait. Cameron ira avec sa famille pour un déjeuner et Cruz lui passera la journée avec une fille qu'il fréquente bien sûr depuis la veille. Au soir, la famille de Kimberly est totalement apeurée et se demande ce qui se passe puisque ce n'est absolument pas dans les habitudes de Kimberly de partir comme ça. Mais très vite, un corps est retrouvé sous un pont dans la forêt carbonisée. Les gens qui ont découvert ça le signalent immédiatement aux autorités qu'ils vont mettre 3 jours avant de reconnaître qu'il s'agit de notre pauvre Kimberley à travers une analyse dentaire. Bien sûr, toute sa famille est dévastée, mais les enquêteurs se demandent qui a pu agir de cette manière et faire une chose aussi horrible à une jeune femme de 18 ans. Les agents de police qui sont chargés de l'enquête pour trouver une piste vont conseiller la famille de Kimberly de créer sur Facebook une page commémorative. Et chaque message, chaque commentaire déposé sur cette page sera analysé par la police, parce que les autorités canadiennes savent pertinemment que très peu de personnes utilisent les paramètres de confidentialité sur ces réseaux, et ça leur permettrait donc de voir où étaient les personnes peut-être à la même date du meurtre. Cruz est particulièrement anxieux du fait du message qu'il a envoyé alors qu'il était encore sur les lieux du crime et se dit que si la police décide de fouiller un peu dans le réseau de téléphone qui lui appartient, elle pourrait tomber sur ça. À partir de ce moment-là, ils vont alors décider d'être de véritables fantômes sur Internet et les réseaux sociaux. Mais le désir de partager l'acte horrible qu'ils ont commis est trop fort et ils vont finalement en parler. Cruz joue énormément aux jeux vidéo et notamment à World of Warcraft, dans lequel il y a des salons de discussion où on peut échanger avec d'autres joueurs en ligne. C'est comme ça qu'il avait rencontré une jeune femme qui vivait du côté de Halifax et qu'il a décidé de tout confier. C'est alors que 5 jours après le meurtre de Kimberly, Cruz va envoyer un message à cette jeune femme pour lui dire de le rejoindre dans un salon. Elle va littéralement tout déballer et Cameron va venir appuyer ce que dit Cruz. Elle va également envoyer des liens qui renvoient vers des articles qui parlent de cette affaire. Mais au lycée, cette histoire a choqué tout le monde parce que Kimberly était une jeune femme particulièrement aimée. Elle arrive donc quelquefois qu'on parle de l'histoire dans les couloirs à la présence de Cruz, ce qui crée chez lui des crises de violence. Et il n'hésite pas à crier à haute voix en disant qu'il est content qu'elle soit morte et qu'il l'a détestée. À cause de tous ces comportements étranges et les éléments de la police collectés, les enquêteurs vont mettre
Cruz et Cameron sous la loupe. Elles vont les interroger une première fois. Les deux jeunes hommes ont menti en disant qu'ils avaient vu Kimberley, mais qu'ils étaient partis très tôt ensuite, ce qui ne convainc pas bien entendu les agents de police, qui vont alors décider de les mettre sur écoute et de les surveiller absolument partout où ils iront. Et une fois la police va aller récupérer les anciens textos de Cameron et Cruz, ils vont tomber sur la localisation du texto envoyé proche de là où le cadavre a été trouvé. Mais ils ne vont pas s'arrêter là, puisque la police va également récupérer les échanges oraux qu'ils ont eus dans le salon vocal de World of Warcraft avec la petite amie de Cruz. Une fois que la police aura récupéré l'ensemble de ces éléments, et une fois confondus, indique clairement que les meurtriers sont Cruz et Cameron. On les a arrêtés, interrogés une seconde fois. Les deux jeunes hommes ne mettront pas bien longtemps à craquer, au contraire, ils n'ont même pas réellement résisté et sont même plutôt fiers de l'acte terrible qu'ils ont réalisé. Ni Cruz ni Cameron n'expriment aucun remords et au contraire, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Jeunes hommes sont mineurs au moment des faits, ce qui signifie qu'ils pourraient avoir des peines allégées. Et le parquet canadien ne laissera jamais passer une telle chose des deux mandats, ce qu'ils soient jugés en tant qu'adultes. Les deux jeunes hommes écopent de la prison à vie. Ils ont eu une période de sûreté de 10 ans. La peine de mort n'existe pas au Canada et la castration chimique peut être appliquée dans les cas d'agression particulièrement sauvages. Et là encore, les deux jeunes hommes y échapperont et vont réaliser leurs 10 années de prison. Dans un premier temps, le 15 mai 2020, Cruz est le premier à faire une demande de libération conditionnelle qui sera refusée simplement puisque 5 ans plus tard, il aura une libération conditionnelle automatique. Autrement dit, Cruz et Cameron vont être libérés à partir de juin 2025, alors même qu'ils auront fait subir à Kimberley et aussi sa famille des sévices absolument immondes et inimaginables. Dans cette affaire troublante, les deux suspects ont progressivement développé une obsession pour les rituels nocturnes. Ils commencent par des expériences mineures, mais leur comportement devient de plus en plus inquiétant. Je suis navrée de rapporter ces détails, mais c'est malheureusement la réalité des faits. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Pour moi, je trouve que c'est injuste. On peut accepter qu'ils étaient mineurs au moment des faits, mais au moins la prison à vie, surtout qu'ils n'ont pas éprouvé de remords, donc ils restent dangereux, ils pourront recommencer à tout moment. C'était mon point de vue perso. J'attends avec impatience les vôtres dans les commentaires et je compte sur vous pour liker et vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt dans une autre vidéo.